Papa a crié, jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur et de son gosse, tu n'es pas la bienvenue ici. J'ai simplement répondu, c'est compris. Au matin, j'étais parti, et mon nom avait également disparu, de tous les comptes partagés. Le lendemain, ma mère frappait à ma porte comme une folle. Je l'ai ouverte, et, sans y réfléchir à deux fois, j'ai fait ceci. Salut Reddit, je suis Daisy, j'ai 31 ans, je suis célibataire, sans enfant, et je travaille à temps plein comme designer indépendante. J'ai toujours été la personne compétente, dans ma famille. Celle qui ne demande jamais d'aide. Celle qui paie sa propre part, qui règle ses propres problèmes. Et qui ne se plaint jamais. Pendant longtemps, j'ai cru que cela signifiait que j'étais respecté. Il s'avère, en réalité, que cela signifiait juste que j'étais utile, et rien de plus. Tout a commencé, quand mes parents ont acheté cette maison en ruine. Dans le nord du Michigan. Ils l'appelaient la maison de leurs rêves, même si elle donnait l'impression d'avoir été abandonnée, en plein milieu d'une rénovation, en 1998. Ils étaient excités, dépassés par les événements, et complètement impréparés. Face à la quantité de travail que cela nécessitait. Alors, bien sûr, ils m'ont appelé, et m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de payer des entrepreneurs. Ils ont dit qu'ils avaient juste besoin d'un peu d'aide. Ils m'ont demandé, si je pouvais venir pour une semaine ou deux. Histoire de lancer les travaux. J'ai accepté, en partie parce que je me sentais coupable, et en partie parce que je pensais, que ce serait une bonne occasion de renouer les liens. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée, surtout avec ma petite sœur, Claire. Claire a 28 ans. C'est une mère célibataire, et une victime professionnelle. C'est le genre de personne qui déclenche des disputes, puis qui pleure, quand on lui tient tête. Nos parents tombent dans le panneau à chaque fois. Ils l'ont toujours fait. Elle allait être là, elle aussi, avec son fils de 3 ans. Ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Je suis arrivé avec des outils, des vêtements de travail, et un coffre rempli de fournitures, que j'avais payé de ma poche. De la peinture, du carrelage, des câbles électriques. Et même du matériel de plomberie. J'avais libéré mon emploi du temps, pris des congés, et planifié toute une semaine de travail. Claire, elle, s'est pointée avec un petit sac de voyage, et une attitude arrogante. Les premiers jours. Je l'ai à peine vue. Elle a passé la majeure partie de son temps à regarder Netflix, ou à faire des appels FaceTime avec ses amis. C'était moi qui étais dans le grenier, en train de retirer l'isolation. C'était moi qui ponçais les placards, réparais les prises. Et transportais les déchets à la décharge. Son enfant était mignon, mais il courait partout, et elle ne le surveillait presque pas. Il cassait des choses, renversait de la nourriture, et hurlait sans arrêt. À chaque fois que je faisais une remarque. Claire déformait mes propos. Elle soupirait bruyamment, ou faisait une réflexion sarcastique, puis courait se plaindre à papa et maman, en faisant comme si j'avais insulté sa façon d'éduquer son fils. Au bout du 5e jour, j'en avais assez. Mais j'ai tenu bon, en partie par culpabilité. Et en partie parce que j'avais déjà investi du temps, et de l'argent, dans ce projet. Le coup de grâce est arrivé au 7e jour. Claire a prétendu que j'avais traité son fils de sale gosse. C'était faux. J'avais dit, mot pour mot, qu'il avait besoin de faire une sieste. C'était tout. Mais elle est partie en trombe, en pleurant, comme si je lui avais hurlé dessus. Maman et papa l'ont immédiatement entourée, pour la réconforter, tout en me foudroyant du regard, comme si je venais de la gifler. Papa m'a dit, froidement. Jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur et de son gosse, tu n'es pas la bienvenue ici. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je l'ai juste regardé, et j'ai dit, c'est compris. Le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai tout emballé, et j'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir. Mais, je ne me suis pas contenté de partir. Je me suis retiré de tous les comptes partagés, de la carte commune Home Depot pour laquelle je m'étais porté garante, et du fonds de rénovation auquel nous étions censés tous contribuer, et dans lequel j'avais versé plus de 3 000 €. J'ai transféré ma part sur mon propre compte, j'ai annulé les prélèvements automatiques, et je me suis totalement effacé de tout ce qui était lié à cette maison. J'étais de retour dans l'Ohio, en fin d'après-midi. J'ai dormi comme un loir. Mais, le lendemain à 9 h du matin, ma mère était à ma porte, tapant dessus comme si l'immeuble était en feu.
Pas d'appel, pas de texto, juste de la rage pure. Quand j'ai ouvert, elle a à peine prononcé un mot, avant de se lancer dans une tirade. Je n'ai pas crié en retour. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste demandé, avez-vous déjà vraiment tenu à moi, ou seulement à mon argent? Et c'est là, que la situation a vraiment explosé. À la seconde où j'ai prononcé cette phrase, avez-vous déjà vraiment tenu à moi, ou seulement à mon argent? Ma mère s'est figée, car elle ne s'y attendait pas. Elle était venue prête à se battre, mais pas à affronter ce genre de questions. Le genre de questions qui blesse bien plus profondément, que n'importe quel cri. Elle n'a pas répondu. Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement, vociférant sur le fait que j'avais réagi de manière excessive, que cela faisait honte à la famille, et que papa avait à peine dormi, à cause du stress. Je suis resté planté là, et je l'ai laissé parler. Puis, elle en est venue à la véritable raison de sa présence. Apparemment, ils avaient essayé d'utiliser la carte partagée à la quincaillerie, ce matin-là, et elle avait été refusée. Le compte Home Depot avait été fermé. Il en allait de même, pour la carte de débit de secours, qu'ils utilisaient pour acheter les matériaux de rénovation. Et quand elle a vérifié le fonds de rénovation, la moitié avait disparu. Ma moitié. Je lui ai dit calmement, que je n'avais récupéré que ce qui m'appartenait. Elle a répondu que cet argent n'était pas censé être touché pour l'instant. J'ai demandé, pourquoi je devrais continuer à financer un projet, sur lequel je n'étais même pas la bienvenue. Elle s'est tue pendant une seconde. Puis elle a dit, tu aurais dû nous en parler d'abord. Je lui ai rappelé que j'avais essayé, pendant 7 jours. J'avais essayé. J'avais apporté les outils. J'avais payé les fournitures. J'avais passé plus de temps dans leur maison, que dans la mienne. Et tout ce qu'ils avaient trouvé à faire, c'était de me dire que je m'y prenais mal, que je n'allais pas assez vite, ou que je manquais de tact, face aux sentiments fragiles de Claire. C'est à ce moment-là, qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que j'étais en train de déchirer la famille. J'ai failli rire. Je lui ai répondu que la famille était déjà déchirée, et que j'avais simplement arrêté de faire semblant, que tout allait bien. Je n'allais pas m'excuser auprès de Claire. Je n'allais plus les laisser me manipuler mentalement. Et s'ils avaient tellement besoin d'argent, ils n'avaient qu'à le demander à cette fille, qu'ils aiment tant. Elle est partie peu de temps après, en claquant la porte derrière elle. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Ce ne fut pas le cas. 1 heure plus tard, Claire a publié une longue histoire dramatique sur Facebook, expliquant comment j'avais abandonné nos parents, pendant le plus grand projet de leur vie. Elle a tourné les choses de façon à faire croire que je les avais laissés fauchés, coincés, et le cœur brisé. Tout cela, soi-disant parce que je ne supportais pas la présence d'un enfant. Elle m'a identifié dans la publication, et c'est là que les appels ont commencé. Des cousins, de vieux amis de la famille, et même quelques tantes. Certains étaient neutres, d'autres non. J'ai eu droit à tout, depuis des « Pourquoi es-tu aussi froide ?» jusqu'à des « Tu devrais avoir honte ». La plupart d'entre eux n'avaient clairement pas entendu la véritable version de l'histoire, alors, je l'ai racontée publiquement. J'ai publié des captures d'écran des virements bancaires, des reçus pour les fournitures que j'avais payées, ainsi qu'une chronologie détaillée de tout ce que j'avais accompli pendant ces 8 jours, heure par heure. Je n'ai attaqué personne, j'ai simplement exposé les faits. Le message s'est répandu rapidement. À la fin de la journée, le ton avait changé. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages en privé, non plus pour m'accuser, mais pour s'excuser. Ils m'ont confié avoir vécu des expériences similaires. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi, pour m'être enfin opposé à cette dynamique familiale, dont personne ne parle. Même quelques tantes ont repris contact. L'une d'elles, tante Laura, a dit une chose que je n'oublierai jamais, nous avons toujours su qu'il s'appuyait trop sur toi. Nous ne savions juste pas, à quel point c'était grave. Ce soir-là, assise sur mon canapé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt, j'ai pris conscience d'une chose, que j'aurais dû comprendre il y a des années. Ils n'avaient jamais voulu de ma présence, pour les aider. Ils voulaient juste que je paie, pour les choses qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Et maintenant que l'argent n'était plus là, leur patience s'était envolée. Mais la mienne aussi. 2 jours après que tout a été rendu public, les conversations de groupe sont devenues silencieuses. Plus de textos de mes parents. Plus de pics sur Facebook, de la part de Claire. Plus rien. Cela ressemblait au calme après la tempête, mais pas dans le bon sens du terme.
C'était plutôt ce silence inquiétant, juste avant qu'une nouvelle vague ne frappe. Et, comme on pouvait s'y attendre, elle a frappé. Mon père m'a appelé, tard le jeudi soir. Aucun texto au préalable, juste un appel manqué. Puis un autre, et encore un autre. J'ai fini par décrocher, en me disant qu'il serait peut-être civilisé. Il ne l'a pas été. Il a commencé à me faire la morale, sur le respect et la loyauté familiale. Il m'a accusé de les avoir humiliés, en impliquant la famille élargie, et en rendant publiques des affaires privées. Il a parlé de fierté, d'honneur, et de la difficulté de leur situation ces derniers temps, mais, pas une seule fois, il n'a admis qu'ils avaient commis la moindre erreur. Puis, il m'a demandé d'arranger les choses, de publier un nouveau message, pour dire que j'avais mal compris la situation. Il voulait que j'écrive que je m'étais laissé déborder par le stress, que j'étais allé trop loin, et que je souhaitais m'excuser, tout particulièrement auprès de Claire. J'ai laissé passer un silence. J'ai demandé si Claire s'était excusée, pour ses mensonges sur les réseaux sociaux, ou si maman lui avait raconté, ce qu'elle m'avait dit sur le pas de ma porte. Il n'a pas répondu à cela, mais il a prononcé une phrase, qui a tout fait basculer dans ma tête. Il a dit, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer comme ça, Daisy. Nous sommes déjà en retard sur le revêtement extérieur, et l'électricien réclame un nouvel acompte. Il n'y avait aucune inquiétude pour moi. Aucun regret, juste une question d'argent. Je lui ai demandé, sans détour, s'ils avaient un jour eu l'intention de me rembourser, pour les fournitures et le travail déjà accompli. Il m'a répondu qu'ils allaient le faire, mais que les choses avaient changé. J'ai alors demandé combien d'argent ils avaient réellement injecté dans le fonds de rénovation. Il y a eu un long silence. Puis, il a avoué. La majeure partie, c'était moi. Il n'avait ajouté que quelques centaines d'euros, par-ci par-là. Tout le reste, c'était mon argent. Alors je lui ai demandé, pourquoi ils avaient toujours présenté la chose comme un projet commun. Pourquoi ils m'avaient laissé croire que j'aidais notre famille, alors qu'en réalité, je ne faisais que maintenir leur projet à flot. Il n'a même pas essayé de le nier. Il a juste répondu, c'est ta famille aussi. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Je lui ai répondu que j'avais suffisamment sacrifié de choses. J'avais sacrifié des années à jouer la fille responsable, la fille qui répare tout, celle qui ferme sa gueule pour préserver la paix. Et tout ça, pourquoi? Pour que Claire puisse jouer les victimes, et qu'il puisse me traiter comme un entrepreneur à domicile, muni d'un carnet de chèques. J'ai dit non. Non aux fausses excuses. Non au nettoyage de leur image. Non à l'argent. Et c'est là qu'il s'est enfin mis en colère. Il a dit, si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce qu'on accourt, quand les choses deviendront difficiles pour toi. J'ai simplement répondu, je ne m'y attends pas. Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai raccroché. C'est la dernière fois que j'ai parlé directement, à l'un de mes parents. Ce qui a suivi était prévisible. Des emails culpabilisateurs de maman, des textos passifs-agressifs de Claire, et un message groupé d'un de mes cousins, disant que la famille s'inquiétait pour moi. Mais je n'ai répondu à rien de tout cela. À la place, j'ai pris mon premier rendez-vous de thérapie pour le lendemain, car je commençais à prendre conscience de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de la maison, de l'argent, ou même de Claire. Il s'agissait d'années passées, à n'être considéré que pour ce que je pouvais fournir. Et maintenant que j'avais arrêté de donner, il ne savait plus quoi faire de moi. Une semaine après avoir coupé les ponts, c'était toujours le silence. Un silence trop lourd. Plus de messages vocaux, plus de bombes de culpabilité, rien de la part de Claire, rien de maman. Cela aurait dû sembler apaisant, mais ce n'était pas le cas. Et puis, un mardi matin, au hasard, j'ai reçu une notification Venmo. Claire me demandait 4300 €. La note disait, t'as par des dégâts. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, essayant de comprendre ce qu'elle pensait exactement, que j'avais endommagé. Elle n'a rien précisé, elle l'a juste envoyé, comme si elle me facturait un désagrément émotionnel. C'est à ce moment-là que j'ai compris, qu'ils étaient en train de perdre pied. Claire pensait probablement faire une démonstration de force, mais, pour moi, cela hurlait de désespoir. Et puis, les choses sont devenues encore plus bizarres. 2 jours plus tard, mon propriétaire a appelé. Il m'a signalé que quelqu'un s'était garé devant mon immeuble, au cours des 2 dernières nuits. La même voiture, la même place, sans causer de problème, juste stationnée là. Au début,
j'ai pensé que ça pouvait être une coïncidence. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qui s'était passé des mois auparavant. Papa avait plaisanté une fois en disant que si jamais je déraillais, il viendrait me retrouver avant que les choses ne dégénèrent. J'ai vérifié les caméras de l'immeuble le lendemain. Bien sûr, c'était la voiture de mon père. Il me surveillait. Je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas appelé. J'ai simplement tout documenté. J'ai pris des captures d'écran. J'ai tout sauvegardé. Mon thérapeute, et oui, j'en étais déjà à ma 2e séance à ce moment-là, m'a conseillé de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Il m'a dit d'observer, de fixer des limites, et de m'y tenir. Mais la plus grande surprise est venue de la banque. Un après-midi, j'ai reçu une notification d'alerte, sur l'un de mes anciens comptes, celui que je n'avais pas utilisé depuis un moment. C'était ce même compte, auquel mes parents avaient eu un accès temporaire, à l'époque où je les avais aidés, à refinancer certaines choses des années auparavant. Je pensais l'avoir verrouillé. Il s'avère que je n'avais pas totalement supprimé leurs appareils associés. Quelqu'un avait essayé d'y accéder. J'ai tout changé. J'ai activé l'authentification à double facteur, créé de nouveaux mots de passe, et j'ai carrément changé de banque. J'ai appelé, et je leur ai demandé d'enquêter. Ils n'ont pas pu confirmer l'identité de la personne, mais la tentative de connexion provenait de leur région. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Ils n'ont jamais vraiment eu besoin de moi. Ils avaient besoin d'un accès. Ils avaient besoin de mon accès au crédit, à mes fonds, à mes connaissances, et à ce sens des responsabilités, qu'ils n'avaient jamais développé pour eux-mêmes, parce que quelqu'un, en l'occurrence moi, avait toujours pris le relais. Et maintenant que j'avais cessé d'être utile, ils essayaient de trouver des moyens de contournement. À travers la culpabilité, à travers la manipulation, et à travers ces portes dérobées, que j'avais oublié de fermer. J'en étais malade, mais, en même temps, je me sentais lucide. Le lendemain, j'ai fait une chose qui m'a surprise moi-même. J'ai contacté mon oncle, le petit frère de maman. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, principalement parce qu'il vivait dans l'Ouest, et qu'il ne se mêlait pas des drames familiaux. Je lui ai tout raconté. Il n'a même pas hésité, il m'a dit, Daisy, ils se servent de toi depuis que tu es à l'université. Et ensuite, il m'a appris quelque chose que j'ignorais. À l'époque où Claire est tombée enceinte, nos parents étaient presque en faillite. Ils essayaient de vendre l'ancienne maison. Ils avaient emprunté de l'argent, pas seulement à moi, mais aussi à plusieurs autres membres de la famille. Sauf que, j'étais la seule de qui ils attendaient qu'elle continue à donner, sans fin. Tous les autres, ils les ont repoussés. Moi, ils m'ont gardé près d'eux, aussi longtemps que je ne disais jamais non. J'ai raccroché, et je suis resté assise en silence, car, au fond de moi, j'avais toujours soupçonné qu'ils ne me considéraient pas comme une fille, mais juste comme une ressource. Cependant, l'entendre ainsi confirmé, a provoqué quelque chose en moi. Je n'allais pas seulement couper les ponts. J'allais m'assurer qu'il n'ait plus jamais la moindre chance de m'utiliser. Après cet appel avec mon oncle, tout est devenu clair. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées, les manœuvres de culpabilisation, les fausses urgences, et cette façon qu'ils avaient, de transformer ma générosité en une obligation. Il ne s'agissait pas seulement de cette maison, du drame de Claire, ou même de l'argent. Il s'agissait de contrôle, et pour moi, c'était terminé. Le rassemblement familial suivant fut la fête de fiançailles de mon cousin. C'était le premier grand événement, depuis que tout avait explosé. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais tante Laura m'a appelé, et m'a dit, « Tu devrais venir, tu n'as rien à te reprocher. » Alors, j'y suis allé. Je suis entré, sans savoir à quoi m'attendre. La moitié de la famille m'a longuement dévisagé. Quelques-uns ont évité de croiser mon regard, mais ensuite, un par un, les gens ont commencé à s'approcher de moi discrètement. Certains m'ont serré dans leurs bras, d'autres ont simplement hoché la tête. L'un de mes cousins les plus âgés m'a même glissé, on se demandait quand quelqu'un allait enfin leur tenir tête. Et puis, je les ai vus, maman, papa, et Claire, à l'autre bout de la pièce. Ils avaient l'air mal à l'aise. Claire arborait ce faux sourire crispé, plaqué sur le visage. Papa fuyait carrément mon regard. Maman m'a fait un petit signe de la main sans grande conviction, comme si de rien n'était. Je ne suis pas allé les voir. Mais plus tard, pendant le dîner, je me suis retrouvé assise à une table, suffisamment proche pour entendre leur conversation. Claire chuchotait à une tante,
que j'avais coupé les ponts avec toute la famille, pour un stupide petit malentendu. Elle m'a traité de personne froide, a dit que j'étais rancunière, et a même évoqué cette histoire avec Venmo, comme si je lui devais de l'argent, pour réparer son propre traumatisme. Alors, je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai juste dit, devant toute la tablée, Claire, tu as inventé une histoire sur moi sur Facebook. Papa m'a dit que je n'étais plus la bienvenue dans la maison, à moins de m'excuser pour une chose que je n'avais pas faite, et maman s'est pointée à mon appartement. Pour exiger de l'argent. Ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma de comportement récurrent. Elle s'est figée. Tout le reste de la table s'est tu dans un silence de mort. J'ai continué. Je les ai aidés, parce que j'en avais envie. Mais quand l'aide est devenue une attente, et que cette attente s'est transformée en un dû, je suis parti. Et je ne le regrette pas. C'était la première fois que je disais une chose pareille publiquement. Je m'attendais à une explosion de colère, mais personne n'a contesté, pas même Claire. D'ailleurs, elle s'est levée, et a quitté la table. Quelques minutes plus tard, maman et papa se sont éclipsés discrètement de la fête. Je ne les ai pas suivis. À la place, je suis resté, et j'ai discuté avec des membres de ma famille, que je n'avais pas vus depuis des années. Il s'avère que certains d'entre eux avaient également été mis à l'écart, de façon plus subtile, mais suffisamment pour qu'ils comprennent la situation. Ce soir-là, j'ai échangé mon numéro avec 2 cousins, et nous avons vaguement prévu un voyage dans l'Ouest, pour rendre visite à mon oncle. Et une chose étrange s'est produite dans les jours qui ont suivi. Mon téléphone a arrêté de sonner sans cesse. Plus de nouvelles de Claire, plus de messages de mes parents, plus de requêtes Venmo. C'était comme si, après cette soirée, ils avaient réalisé qu'ils avaient perdu leur emprise sur moi, et que leur petit jeu d'acteur ne fonctionnait plus. Et la vérité, c'est que je n'essayais pas de leur faire du mal. Je ne pouvais tout simplement pas survivre, dans une famille où l'amour se mesurait en euros, et où ma valeur dépendait de tout ce que je pouvais leur offrir. Alors je suis parti, et cette fois-ci, personne ne m'a suivi. Voici la première mise à jour de mon histoire, et probablement la dernière. Des mois ont passé. Le silence a perduré. Aucun appel, aucun email, aucun message de maman, de papa, ou de Claire. Au début, c'était perturbant. Ce genre de silence vous fait croire que quelque chose se prépare. Mais rien ne s'est passé. Je suis resté tranquille. Je me suis concentré sur ma guérison. J'ai continué à aller en thérapie. J'ai travaillé, j'ai recommencé à courir, et j'ai enfin fait ce voyage en solo en Arizona, que je repoussais depuis des années. Je commençais à me retrouver. Pas la version qu'ils exigeaient de moi, mais la personne que j'étais réellement, quand personne ne me tiraillait de tous les côtés. Puis un après-midi, tante Laura m'a envoyé un texto, « Appelle-moi quand tu seras libre. Je pensais que tu voudrais savoir quelque chose. » Je l'ai appelée immédiatement. Elle m'a annoncé que la situation avait rapidement basculé. Claire a perdu son emploi. Apparemment, elle piochait dans les fonds de l'entreprise, pour couvrir les dépenses de la maison, tout en disant à tout le monde que l'argent provenait de ses économies. Mes parents ont essayé de dissimuler l'affaire, mais ils n'y sont pas parvenus. La nouvelle s'est répandue. Et sans moi à leur côté, ils n'avaient plus de filet de sécurité. Leurs travaux de rénovation ont été paralysés. Le revêtement extérieur n'a jamais été terminé. La cuisine était toujours à moitié démolie. Les permis de construire ont expiré. Ils ont commencé à se disputer assez fort, pour que les voisins s'en plaignent. Quelques membres de la famille éloignée ont proposé leur aide, mais seulement en posant des limites, de vraies limites. Et dès que ces conditions ont été évoquées, mes parents ont pris leur distance. Comme s'ils ne pouvaient pas fonctionner, sans quelqu'un qui leur donne tout, sans jamais poser de questions. Mais je n'ai ressenti aucune joie en entendant tout cela, seulement une immense lucidité. Ils n'avaient jamais voulu d'un partenariat. Ils voulaient de l'obéissance. Cette même semaine, j'ai reçu une invitation de mon oncle de l'Ouest. Une petite réunion de famille, décontractée, sans aucune pression. J'ai dit oui. Quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression de découvrir une version complètement différente du mot « famille ». Il y avait des rires, mais rien de forcé. Les conversations ne ressemblaient pas à des pièges. Personne n'attendait rien de moi. Ils étaient simplement heureux que je sois parmi eux. Nous avons cuisiné, nous avons fait des randonnées,
nous avons bu du vin sur le porche, et nous avons partagé des histoires. Certaines parlaient du passé, d'autres abordaient des sujets que nous évitions d'aborder depuis des années. Et un soir, alors que nous étions assis sous les étoiles, mon oncle a dit une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire: « Tu n'as jamais été le problème. Tu étais simplement celle qu'il ne pouvait pas contrôler. » Ça m'a frappé, de la meilleure des façons possibles. Depuis lors, je suis resté très proche de ce côté de la famille. Nous avons commencé à planifier un voyage dans l'Oregon, pour le printemps prochain. J'ai même pensé à déménager, non pas pour fuir, mais pour repartir à zéro, et pour construire ma vie, selon mes propres conditions pour une fois. Quant à mes parents et à Claire, je n'ai toujours pas de nouvelles de leur part. Pas un seul mot. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils n'ont plus aucun accès à moi. Ni émotionnellement, ni financièrement, ni même numériquement. J'ai fermé toutes ces portes, qu'ils avaient l'habitude de garder ouvertes. Et en faisant cela, j'en ai trouvé de nouvelles, de meilleures, des vraies. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai juste fini par comprendre qui mérite réellement d'en faire partie.